Salut à tous et bienvenue dans ce JCN Répond du mois de juin. Alors ce mois-ci, on va parler pas mal de cadence et de braquet, Florian. Allez, c'est parti! Et sans plus tarder, la première question de cette session, c'est celle de Hugo qui nous dit « Je débute à vélo et vraiment trop cool vos vidéos conseils. » Merci Hugo pour ça. La question de JCN Répond, c'est quelle est la différence entre une grande patte de dérailleur et une petite? Loïc, est-ce que tu peux répondre à ça? La différence entre une grande et une petite, je peux te la donner. Pour la patte de dérailleur, c'est un peu plus compliqué. Écoute, ça dépend du braquet que tu utilises. Donc, il est en train de se marrer. Évidemment, tu parlais d'une selle. Mais Florian, voyons, c'est quoi cette idée là? Heureusement. Non mais oh, ça, il me fait passer pour qui celui-là? Non, t'inquiète, je pense que c'est assez clair pour tout le monde depuis bientôt un an qu'on se côtoie. Du coup, répondons à Hugo si tu veux bien. Alors Hugo, on va te répondre. La différence des chapes, c'est par rapport au braquet. Alors plus ton pignon arrière sera gros, donc ton plus grand pignon, ton plus gros développement, plus ta chape sera longue. Donc c'est pour ça que quand on se retrouve avec des 34 à l'arrière, eh ben, on a des chapes derrière qui sont super longues. Tu vois une autre info toi Florian donner? Non, c'est assez bien expliqué. On va dire qu'il y a aujourd'hui une question de mode et d'esthétisme aussi, mais c'est vrai que le fait d'avoir une chape de derrière plus longue, ça va te permettre d'avoir un meilleur alignement de ta chaîne si tu as un gros développement à l'arrière en l'occurrence. Voilà, et si on rajoute à ça que certains fournisseurs de céramique se mettent à faire des chapes de dérailleur, on va dire que ça rajoute une petite touche d'excitation et de personnalisation lorsque tu utilises ça sur ton vélo. Voilà pour la question de Hugo. Qu'est-ce que nous dit la prochaine, Loïc? C'est Julien qui nous demande comment gérer la transition entre deux difficultés. On les gère comment ces transitions, Flo? Eh ben c'est particulièrement intéressant, surtout que je pense que Julien se référait à la vidéo où on parlait de comment attaquer. Donc si tu termines une difficulté en compétition ou pas, on va dire à bloc, c'est important s'il y a une deuxième difficulté derrière de pouvoir récupérer entre les deux. Donc en général, il y a quand même une descente ou un replat entre deux qui va te permettre de récupérer. Si justement il y a une descente, l'important c'est de rester lucide, d'essayer de profiter de ta lancée en descente pour pas perdre le temps que tu as chèrement acquis dans la montée, mais pour autant rien ne sert de pédaler comme un malade dans la descente et garder la patate à 200. Il va falloir penser aussi intelligemment à récupérer, à faire redescendre le cardio pour pouvoir réattaquer la deuxième montée derrière, parce que c'est là où les différences vont se faire. Si c'est un replat, ce sera plus difficile, mais là aussi il va falloir être intelligent et essayer de faire de gérer son effort au mieux pour pas perdre cette avance. Si tu t'es mis dans le rouge dans la montée, il va falloir faire en sorte de laisser redescendre un peu le cœur pour pouvoir continuer à appuyer des pédales jusqu'à l'arrivée. Est-ce que tu veux compléter sur ça, Loïc? Ouais, moi là, je pense que la meilleure solution c'est de ratagasser. Donc c'est-à-dire que si tu fais ta descente avec ton groupe et puis dans la descente, tu passes tes relais mais t'en fais moins que celui qui en fait le moins. Tu vois, c'est-à-dire que tu passes ton relais mais bon, t'appuies pas trop et hop, tu vas te remettre derrière le peloton, enfin le groupe, et t'attends que ça se passe. Et là, tu tournes la patte. Vraiment, le but c'est, comme il dit Florian, de faire descendre ton cœur, descendre tes pulsations pour le mieux récupérer possible pour la suite. Eh ben merci Loïc, parce que c'était très complémentaire, vu que moi je suis parti du principe que tu étais seul dans ton effort et toi tu es parti de celui où tu étais en groupe, ce qui t'offre en effet plus de possibilités de récupérer. Je passe à la question suivante, Loïc, c'est Kylian qui nous dit... Est-ce que vous avez, ou Kylian comme tu veux, c'était un peu le débat en préambule avant de lancer le rec, donc vous nous direz si c'est Kylian ou Kylian pour vous, parce que évidemment on a tous des amis qui prononcent différemment, même s'il y en a un qui est relativement célèbre. Donc est-ce que vous avez des conseils pour que je tire plus de braquets en bosse, car je mouline trop et je me fais larguer par les personnes de ma catégorie, en l'occurrence minime. Donc quels sont tes conseils, Loïc, pour Kylian? Eh ben écoute Kylian, j'ai envie de te dire, tu peux regarder déjà notre vidéo sur comment progresser en montagne. Il y aura des excellents exercices de force
Évidemment, faut les adapter à ta catégorie minime. Tu vas pas faire les exercices de force que nous on faisait chez les pros, ce serait illogique au complet, mais au possible. Mais tu peux déjà t'en inspirer et travailler cette force à l'entraînement. Donc c'est-à-dire monter des côtes pendant tes entraînements avec plus de braquet là où tu vas vraiment forcer. Et derrière, tu remets de la vélocité pour vraiment assimiler cet effort. Et puis tu verras que petit à petit, tu vas gagner en puissance et ça ira beaucoup mieux en compétition. Flo, t'as un petit conseil à lui donner, toi? Non, je suis d'accord avec toi, juste pour être un peu plus spécifique, parce que peut-être que Kylian va pas savoir comment adapter ces fameux exercices. Pour les adapter, la première chose, c'est les adapter au braquet que toi tu utilises. Donc évidemment, la force que tu peux avoir à ton âge n'est pas la même que celle d'un professionnel. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que même en minime, tu peux travailler la force avec des braquets qui seront plus faibles, évidemment. Donc par exemple, t'entraîner dans les côtes à monter un peu plus en force assis pour muscler du coup tes jambes et développer ta puissance. Et voilà, et enchaîner, alterner un peu des exercices à la fois de vélocité et de force. Et tu verras du coup que certainement en course, en compétition, tu arriveras plus facilement lorsqu'il faut utiliser la force et la puissance à passer de cette fameuse vélocité à la force. Je voudrais te donner en tout cas une vague positive avant de terminer sur ce point, c'est qu'en général il est plus difficile d'acquérir de la vélocité que de la force. Parce que c'est contre nature quand on fait du vélo. Donc c'est un bon point si toi tu l'as déjà, et maintenant il te reste à travailler la force, mais tu es en pleine fleur de l'âge, donc il n'y aura pas de problème. Je te lance sur la question suivante, Loïc. Guillaume, qui nous dit « Super vidéo, très instructif, merci à toi. La qualité du coup de pédale n'a-t-elle pas également un rôle important en montagne plus qu'ailleurs ?» Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que ça veut dire que le coup de pédale, Loïc, et répondre à la question de Guillaume? Alors Guillaume, j'ai envie de te dire, déjà le coup de pédale, c'est le pédalage rond, on l'appelle rond. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur votre pédale, d'où l'intérêt d'avoir des pédales automatiques, vous appuyez, vous allez avoir le mouvement aussi de tirer pour remonter la pédale derrière, et ainsi de suite. Et le pédalage rond, ça veut dire que vous appuyez correctement et vous n'avez pas de point mort en fait dans votre pédalage. Vous remontez la pédale et ça pédale rond. À l'inverse, quand on a des pédales plates ou pas, où on n'a pas l'habitude de pédaler rond, on va faire que pousser. Comme ça, et ce sera saccadé. Et là, du coup, c'est inefficace au possible. Donc, voilà, ça c'est la définition du coup de pédale déjà. Qu'il soit plus important en montagne qu'ailleurs, je ne pense pas, franchement. Regarde en contre-la-montre, il est tout aussi important pour bien emmener son braquet. Il est important à partir du moment où, justement, tu mets beaucoup de braquet, tu mets de la force. C'est là où ça va être beaucoup plus important et beaucoup plus de rendement. N'est-ce pas, Florian? Oui, je pense que ce que voulait dire Guillaume par là, c'est que la plupart du temps, là où on a ce point commun tous, on est obligé de forcer, c'est en montagne. Donc forcément, oui, dans ce sens-là, le coup de pédale va être plus important lorsque tu forces, ce qu'a très bien dit Loïc, mais on peut forcer en dehors de la montagne. Donc forcément, donc pour travailler ce coup de pédale, si vous n'y êtes pas encore passé, une chose intéressante, ce serait d'essayer les pédales automatiques, puisque naturellement, elles nous obligent du coup à tirer en même temps qu'on pousse lorsqu'on pédale. Donc ça peut être un bon conseil si ce n'est pas encore le cas pour vous. Et sinon, concentrez-vous sur le mouvement et essayez de vous contraindre à avoir un mouvement le plus rond possible, comme l'a dit Loïc. Quelle est la question suivante, Lolo? Alors, Mister Sulu 12 qui nous dit en parlant de Ventoux, je vais le faire comme premier col. Putain, pas mal comme premier col. J'ai un 52-36 avec une cassette de 11-30. Je m'en sors avec, mais je n'ai rien fait de comparable. Ça paraît pas déconnant comme rapport. Écoute, j'ai envie de te dire que c'est pas mal du tout. L'ayant fait il y a très peu de temps, le Mont Ventoux. Après, pour un premier col, tu t'attaques pas au plus facile, hein, franchement. Donc 36-30, je pense que tu as déjà de quoi faire et de quoi te faire plaisir. Pourquoi pas non, franchement, moi je sais pas, je pense pas que je changerai 36 ou 34 à la limite devant. Mais ça me paraît pas mal. Non, Flo? Toi, t'avais quoi sur ton vélo quand on l'a fait? Oui, après j'avais 36-29, mais après il faut relativiser aussi, c'est-à-dire que tout dépend du niveau de chacun et aussi du type de vélo que tu utilises. Je pense qu'avec un tel développement, tu auras un vélo de route plutôt récent. Je dirais comme toi, Loïc, qu'a priori c'est suffisant pour quelqu'un d'entraîné. Maintenant, souvenez-vous d'une chose, c'est que plus vous allez avoir de possibilités, plus vous allez être confortable. Si votre objectif c'est pas de le monter à bloc et de battre le com du Ventoux, bon courage.
plus vous allez avoir de possibilités et plus quand vous allez vous retrouver dans le dur sur la fin, dans les pourcentages assez élevés, pour peu que vous ayez un peu de Mistral de face, ce sera bien d'avoir une dent en plus. Donc, en tout cas, tu peux y aller serein. Sur le papier, ça semble cohérent, mais si tu as la possibilité, comme le disait Loïc, pourquoi pas d'avoir un 34, à mon avis, tu seras un peu plus souple et du coup, tu vas moins mal le vivre, entre guillemets. Donc voilà, à retenir. Du coup, question suivante, Loïc, qui reste sur le Ventoux, parce que bon, voilà, on a un peu trop teasé sur les réseaux sociaux, donc forcément, vous avez vu qu'on est passé par le Ventoux, il y aura bientôt des vidéos qui sortiront et qui vous montreront nos exploits ou pas. En tout cas, sur le Ventoux, on nous demande, est-ce que c'est Erwin qui nous demande, est-ce qu'on s'est servi de notre FTP 20 minutes pour gérer au mieux la montée, et si oui, sur quel pourcentage celle-ci vous êtes-vous basé pour gérer au mieux votre effort? Pardon, c'était un peu confus, Loïc. Est-ce que tu peux répondre à ça? Écoute, j'ai envie de te dire qu'on ne s'est pas basé sur nos watts parce que Florian, pas du moi, tout. ça faisait... Ah ouais, non, pas du tout. Florian, comme moi, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait ce type d'effort, donc on est parti plus en mode sauve qui peut, tu vois. On y va, on le fait et on verra comment ça se passe. Donc on n'a pas pris les chiffres, on avait les compteurs, donc vraiment c'était pour notre Strava, c'était pour notre vitesse, pour voir où on en était un peu dans le temps. Mais en soi, on s'est pas servi des chiffres du tout. On n'a pas fait les montées en mode Christopher Froome. Désolé. Oui, et puis il faut aussi dire, hein, le Ventoux, c'est une montée qui est très longue. Rester le nez sur ton compteur pour surveiller tes chiffres pendant toute cette montée-là. Il faut vraiment avoir un objectif pur et dur de performance pour avoir la foi de faire ça, quoi. Nous, on est plus parti, vous verrez là et les vidéos à venir sur le Ventoux, mais dans un objectif qui était au long cours, avec le fait de faire ce Ventoux, peut-être même plusieurs fois, pour ceux qui ont bien suivi. Donc du coup, l'idée n'était pas de battre nos records sur une montée sèche, et donc il y avait peu d'intérêt de suivre nos watts. En tout cas, on a plutôt cherché à s'économiser au long terme. Par contre, oui, ça reste un bon conseil que de suivre les watts en montée pour savoir si on est dans une zone qu'on peut maintenir pendant longtemps, mais pas rester le nez collé dessus pendant 1h30, 2 heures de montée, quoi. Il n'y a pas d'intérêt non plus. D'ailleurs, Florian, j'ai envie de te dire, j'ai envie de l'inviter à regarder notre vidéo sur comment les pros utilisent un capteur de puissance. Ça peut lui donner déjà 2-3 petites réponses. Oui, tout à fait. Alors dis-nous quelle est la question suivante, Loïc, s'il te plaît. J'enchaîne avec la question de Jérémy qui nous demande et vous, il faut avoir une bonne cadence pour moins fatiguer dans les bosses. Alors pour moins se fatiguer dans les bosses, faut-il avoir une bonne cadence de jambes? Parce que lui, son souci, c'est que il en chie grave, c'est lui qui le dit, entre 7 et 8% de pente, il est à 60 RPM max. Donc Flo, toi t'en penses quoi? Faut-il avoir une bonne vitesse de jambe? Je pense que tu as un peu répondu tout à l'heure déjà. Écoute, oui, on va revenir au conseil des braquets et au conseil de la cadence dont on parle souvent. Le but, c'est d'avoir une cadence la plus élevée possible. Pas non plus 120 tours minute, mais disons aux alentours des 90, ce serait idéal en côte. Évidemment, on va se confronter à la pente. Si on parle de Artsamandi avec des passages à 15-16% pendant 3 km, forcément c'est difficile de monter à 90 tours minute, à part si vous avez une cassette de VTT. Et donc là, on en revient au braquet, donc au développement. Plus vous avez des développements qui vous offrent de possibilités, et plus vous allez pouvoir maintenir cette cadence. Donc dans ton cas, si à 7-8% tu n'arrives pas à dépasser les 60 tours minute, ça signifie certainement qu'il faut penser à avoir une cassette qui te permette d'aller au-delà, et donc sûrement rajouter une dent ou deux à l'arrière. Je ne sais pas quel développement tu utilises, mais il faudra prévoir éventuellement d'en changer. Voilà ce que je pouvais te dire. Merci Florian, très bien. Du coup, tu peux nous dire la question suivante. Tout à fait. Eh bien, écoute, si tu veux y répondre, Loïc, c'est Thomas qui nous demande tout simplement, et ça va te plaire, comment prendre du poids et non pas perdre pour une fois, parce que visiblement Thomas, comme pas mal de cyclistes, est sec de base et lui il aimerait bien prendre un petit peu de masse. Alors à relativiser, parce que je sais pas quel âge a Thomas, mais on fait attention aussi aux conseils de nutrition si on parle de jeunes, mais en tout cas, je parle d'adolescents notamment, vous avez le temps de grossir et de grandir, mais en tout cas Loïc, dis-nous de façon générale comment on fait pour prendre du poids. Eh ben Florian, tu sais que ça c'est ma galère depuis cette dernière année. Écoute Thomas, moi aussi j'essaye de prendre du poids. J'ai fait 6 repas par jour, 3 séances de muscu, 2 séances de cardio semaine. Et pourtant j'ai pris presque rien quoi. J'ai pris 6-7 kilos.
N'exagérons pas, si 7 kilos c'est pas mal, surtout tu as changé de morphologie un petit peu quand même. Ouais, déjà je mets des t-shirts en M et ça c'est cool parce que j'ai jamais acheté un t-shirt en M de ma vie. Alors là, tu vois, je me sens un peu plus adulte, ça c'est cool. Mais non, écoute, il n'y a pas de secret, il faut manger. Déjà, il faut manger beaucoup. N'hésite pas à faire plus de repas par jour, des collations. Bon, faut pas manger n'importe quoi, hein. Si tu vas te claquer des McDo 3 fois par jour, ça sert à rien, tu vas grossir mais tu vas faire du mauvais gras. Et ça c'est pas bon. Loïc. Donc hésite. Hein, ouais, enfin moi du coup j'ai pas fait... Si, j'ai fait un peu de gras, j'ai un peu de bidoche. Eh oh, t'arrêtes de te moquer, ok. Donc écoute, il faut manger plus forcément, rajoute des séances de force, rajoute des séances de muscu, donc pas plus de 3, enfin au moins tous les 2 jours, hein, maximum. Si tu fais tous les jours, ça sert à rien, tu vas taper dans le muscle et du coup tu prendras pas en volume, tu prendras pas en masse, tu vas faire du foncier, ni plus ni moins. Donc séance de muscu tous les 2 jours, de force, et puis mange, il faut manger beaucoup. Hein, Flo? Mais toi aussi tu l'avais fait, il me semble, dans ta carrière de rugbyman. Oui, bah, ça peut vous paraître bizarre, mais moi j'ai fait comme Loïc, comme beaucoup de cyclistes, hein, quand on arrête, hein, la courbe où j'ai vraiment voulu prendre du poids. Donc je suis monté à 84 kg. Donc pour vous dire, là je suis à 76. Donc voilà. J'ai fait exactement la même chose. Hein. J'ai voulu faire de la muscu, prendre, parce qu'on a tendance tous à complexer quand on est cycliste et quand on arrête. En particulier cycliste de haut niveau, j'entends quand on est à des chiffres tels que 5-6% de masse grasse en forme. Et du coup, bah ouais, j'ai fait comme toi. Et puis finalement, j'ai repris goût au vélo de plus en plus. Et puis il n'y a pas de secret, hein, le vélo ça fait maigrir. Donc surtout tout ce qui est inutile, tous les muscles que tu n'utilises pas, bah, ils ont tendance à fondre. Et donc je suis redescendu à un entre-deux, on va dire. J'ai pas mon poids de forme de quand j'étais coureur, mais je suis un peu entre deux. Loïc, je te propose qu'on termine par la dernière question de Sébastien, qui nous dit, elle est relativement simple, tu vas nous dire ce que toi tu fais, et moi je dirais aussi, pour le téléphone, est-ce que vous le mettez direct dans la poche ou dans un étui plastique avant de partir rouler? Toi tu fais quoi, Loïc? Eh ben moi je le mets sur le guidon parce que j'ai une coque adaptée avec un beau support. Du coup je le mets sur le guidon directement. Mais sinon ça dépend du téléphone que tu as. Aujourd'hui les téléphones sont étanches donc tu peux les mettre dans la poche, hein, ça va pas les abîmer plus que ça. Mais sinon moi je conseille la petite poche Ziploc. Où tu mets ton téléphone dedans, tu la fermes et voilà, tu laisses un petit billet de 5-10 € au cas où il y a une petite fringale ou une bricole qui t'arrive pendant ta sortie. Et puis je pense que tu es parti pour faire 200 bornes. Écoute, comme souvent, hein, faites ce qu'on dit, mais pas ce qu'on fait. Donc moi, j'avoue, je le fais pas. Et des fois, tu te retrouves sous la pluie et tu commences à prier pour que ton téléphone il prenne pas cher. Donc oui, c'est un très bon conseil. Hein, prenez cette habitude et ça peut vous éviter quelques galères. Bah écoute Loïc, c'en est tout pour cette session de JCN Répondu mois de juin. Je te propose qu'on se quitte sur ça et qu'on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, continuer à poser toutes vos questions avec de préférence le petit hashtag JCN Répond, mais même sans en dessous des vidéos. Comme ça, on les récupère, on fait un mix de tout ça, on essaie de les classer par thème et chaque mois, on répond à un maximum de vos questions. Et ben du coup, on se dit à très bientôt pour plus de contenu et à dans un mois pour JCN Répond. On fait comme ça. Allez, ciao!